Alors sans transition, puisque c'est ce qu'on a fait depuis ce matin, on va passer donc d'une femme ministre à une brochette d'hommes, de beaux mecs en l'occurrence, je pense que vous avez toutes et tous lu le programme. Et on va commencer avec quelqu'un d'absolument fantastique, qui s'appelle Christian Monjou, qui est le professeur qu'on aurait toutes et tous rêvé d'avoir, celui qui vous aurait fait aimer les matières les plus pourries et les plus soporifiques. Et en l'occurrence, il est là aujourd'hui pour vous parler d'une femme qui a marqué sa vie. Et vous allez voir à quel point il est brillant, éloquent, fantastique d'humilité et d'intelligence. Bref, un super-héros très très beau. C'est pour vous là maintenant, Christian. Bon, ce que j'aime chez Emmanuelle, c'est qu'elle raconte n'importe quoi. Donc voilà. Et je pense que certains d'entre vous sont en train de se pencher vers leur voisine en disant « Tiens, c'est curieux, ça s'appelait Beau Mec, il doit y avoir une erreur. » Mais je vous rassure, le numéro 1 est une erreur de casting pour vous faire mieux apprécier le numéro 2 qui me suivra. Donc soyez patiente, somnolez quelques minutes et ensuite vous verrez. Alors, je voudrais la première slide si c'est possible. Voilà. Merci. Donc vous voyez, pas de body en cuir. Elle naît en... C'est une très belle photo. Je ne sais pas si on peut tomber amoureux de gens à travers leurs photos. Je crois, moi. C'est le vieux souvenir que j'ai d'avoir travaillé avec Roland Barthes souvent au moment où il écrivait La Chambre claire. C'est vrai, je pense que la photo a une capacité encore d'émotion absolument prodigieuse. Cette femme s'appelle Jane Addams. Elle naît en 1860 dans l'État de l'Illinois. Et elle va avoir une importance majeure dans l'histoire de la société américaine, qui sera consacrée par le prix Nobel de la paix en 1931. C'est une petite fille, jeune femme, qui a un rapport à son corps extrêmement difficile, parce qu'elle va tomber malade de ce qu'on appelle la maladie de Pott. C'est une sorte de tuberculose des vertèbres, et donc elle est à la fois bossue et elle a du mal à marcher. Et vous voyez, je ne pense pas du tout qu'il faille mettre en exergue inutilement les fragilités des gens. Mais je pense que les gens qui sont grands sont des gens qui savent faire de leur fragilité la source d'une immense force. Et cette femme, Jane Addams, elle a su faire de sa fragilité, c'est-à-dire effectivement de cette difformité physique, elle a su en faire le lieu finalement d'une sorte de proximité avec ceux qui étaient dans la fragilité pour les aider à devenir forts comme elle était devenue forte. Alors, il y a deux présences essentielles. Elles veulent absolument que je me mette dans les projecteurs. C'est une erreur technique, mais ça, c'est de leur faute. Voilà. Deux choses. Deux hommes essentiels dans sa vie. Son père, qui était lui-même quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Abraham Lincoln. Et Lincoln, vous savez, c'est évidemment celui qui donne sa vie pour l'Union. C'est-à-dire quelqu'un qui va jusqu'au bout de sa défense des valeurs et qui est prêt. Voilà. Or, moi, je crois que c'est quand même extrêmement important. On est dans une collectivité qui aujourd'hui traverse des moments un tout petit peu difficiles. Alors on ne vous demande pas toutes d'être assassinés dans une loge au Théâtre Ford à Washington, mais on nous demande à tous d'aller jusqu'au bout d'une certaine manière de servir au risque d'un certain confort, au risque de certaines facilités, effectivement des valeurs. Alors bon, on va dire ça rapidement. À cause du rapport entre hommes et femmes à l'époque aux États-Unis, et il n'y avait pas qu'aux États-Unis, si des femmes veulent s'engager et échapper à ce qu'on appelle la théorie des sphères séparées, c'est-à-dire que normalement l'homme est dehors, dans le monde réel, la femme reste à la maison, si on veut échapper à la théorie des sphères séparées, il faut le faire pratiquement entre femmes. Et vous avez de manière très discrète, on n'insistera pas là-dessus maintenant, ce n'est pas le lieu, mais on pourrait... probablement la femme sur qui Jane Addams s'est appuyée pour aller jusqu'au bout de ses intuitions et transformer ses intuitions en une réalité au service d'un certain nombre de gens de Chicago auxquels elle a apporté énormément de choses. Cette femme, c'est Ellen Gates Starr, il fallait quand même la nommer. Et les deux personnages que vous voyez là sont un chanoine de l'église anglicane, Barnett, et sa femme. Et c'est lors d'un deuxième voyage à Londres en 1886 que Jane Addams va découvrir cette intuition extraordinaire qu'on appelle Toynbee Hall. Toynbee Hall, c'est un endroit, ce qu'on appelle un social settlement, qui est situé dans le quartier est de Londres, à Whitechapel, le quartier de Jacques l'Éventreur. Et là, en hommage à quelqu'un qu'ils ont rencontré et qu'ils ont trouvé fabuleux, qui s'appelle Arnold Toynbee, qui est le type qui va donner les premiers cours à Oxford d'histoire sur la révolution industrielle. Pour la première fois, la révolution industrielle deviendra un sujet de connaissance scientifique. Et il va donc, ce type-là, dire à ses étudiants, vous êtes à Oxford,
hein, vous venez forcément d'un milieu privilégié, vous avez en plus eu le privilège non pas de suivre mes cours, mais d'être ici. Et donc la question c'est, qu'est-ce que vous rendez à la société à cause des privilèges que vous avez reçus? Et le Social Settlement de Toynbee Hall, c'est un endroit où des gens vont pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, sortant de familles extrêmement aisées, extrêmement cultivées, pour mettre la culture que leur famille leur a permis d'acquérir au service de ceux qui sont les plus vulnérables et les plus fragiles de la société. Et donc, ça correspond évidemment à une forme d'aide sociale. On aide les gens dans toutes, effectivement, les formalités qui peuvent leur permettre d'améliorer leur quotidien. Et en plus, on leur apporte une véritable culture. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'art contemporain, vous savez qu'à Whitechapel, à Londres aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle The Whitechapel Art Gallery, qui est spécialisée dans des expositions très importantes d'art contemporain. Au départ, la Whitechapel Art Gallery a été créée par Toynbee Hall pour permettre aux East Enders, c'est-à-dire les gens des quartiers effectivement déshérités de Londres, d'avoir accès à la culture, et pas simplement à la culture classique, aussi à la culture contemporaine. Et c'est donc ce qu'elle va faire, j'aimerais bien, voilà. C'est donc ce qu'elle va faire. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer dans Halsted Street à Chicago, ça existe encore aujourd'hui, vous pouvez y aller, un endroit qu'on a appelé Hull House. Première chose, faire en sorte que les femmes soient maîtresses de ce qu'on appelle l'économie domestique. C'est les femmes qui ont la responsabilité de la survie des familles. Or, la survie des familles, ça comporte évidemment un certain nombre de savoir-faire qui vont de la cuisine, je suis désolé, jusqu'à effectivement s'occuper du linge, jusqu'à gérer le budget familial, parce que l'homme a beau être fort, puissant et être dehors et gagner l'argent du ménage, s'il le bouffe en allant au bistrot, en rentrant le samedi soir après avoir touché son salaire, eh bien ça ne peut pas marcher. Donc, elle va faire des femmes, les gens qui vont, les êtres qui vont finalement assurer la solidité de la cellule familiale jusqu'à ce que les enfants, car c'est son autre obsession, les enfants puissent effectivement grandir véritablement. Et vous voyez qu'elle ne s'intéresse pas simplement à l'économie domestique, elle ne s'intéresse pas simplement à l'éducation intellectuelle, elle s'intéresse à 2 autres choses essentielles qui sont le sport, hein, bien sûr, éducation du corps, et puis l'éducation citoyenne. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est de faire en sorte, parce que le gros problème, c'est que l'endroit où elle est, c'est que c'est un quartier d'immigrants, c'est un quartier multiculturel. Comment, ça sera l'obsession de Jane Addams, comment on peut intégrer des gens dans une société sans qu'ils entrent dans un déni de la valeur de ce qui fait leur culture propre. Et vous savez, elle va organiser à plusieurs reprises des soirées théâtrales, des soirées de cuisine, où les membres des communautés vont présenter devant les membres d'autres communautés, ils vont leur présenter leur musique, leur culture, leur cuisine, de manière à ce qu'au lieu d'un principe d'exclusion qui fonctionne toujours de manière malheureusement merveilleuse au milieu de ceux qui sont en position de fragilité. Quand vous êtes en position de fragilité, vous avez tendance à vous rassurer sur votre fragilité en excluant l'autre et en vous disant l'autre qui est exclu est forcément plus fragile que moi. Et Jane Addams les a entraînés dans cette espèce de manière absolument fondamentale d'apprendre à se respecter entre communautés culturelles différentes et soumises, toutes ces communautés culturelles, à la difficulté d'une véritable intégration dans la société américaine. N'oubliez jamais que c'est une femme qui croit que pendant trop longtemps, on a dit aux gens, vous êtes pauvres parce que vous êtes malhonnêtes moralement. Puis ensuite, on leur a dit, c'est parce que vous êtes malhonnête moralement que vous êtes, ça c'était au XVIIIe siècle, parce que vous êtes malhonnête moralement, vous êtes pauvre. Au XIXe siècle, on a dit, parce que vous êtes pauvre, vous êtes malhonnête moralement. Hein, voilà. Eh bien, elle a voulu sortir de ça, comme les gens de Toynbee Hall, en disant commençons par travailler scientifiquement sur l'existence de la pauvreté. C'est-à-dire que reprenant l'intuition de Booth à Londres, elle a fait dresser dans le quartier où était installé Hull House, le Social Settlement à Chicago, elle a fait dresser une carte extrêmement précise des salaires et des niveaux de vie pour qu'on puisse savoir véritablement où il fallait intervenir. C'est-à-dire qu'on a libéré la pauvreté de cette espèce d'emprise morale, soit parce que c'est la mauvaise moralité qui est punie de la pauvreté, soit c'est la pauvreté qui déclenche la mauvaise moralité. Au-delà de ça, il importe de savoir exactement où est la pauvreté et à quel niveau elle est, parce que dans cette espèce d'objectivité scientifique précise, on pourra véritablement intervenir. Et alors évidemment, dans la fameuse grève de Pullman, sur laquelle je ne vais pas pouvoir m'attarder en 1893, hein, c'est elle qui a eu cette image absolument fabuleuse. Elle a dit, vous comprenez, Pullman, c'est l'exemple même du paternalisme capitaliste américain. Eh bien, la grève de ces ouvriers
il la vit comme le roi Lear a vécu l'ingratitude de ses filles. Et elle a fait un texte sur Pullman comme Lear contemporain qui est absolument éblouissant. C'est non seulement une femme qui est d'une activité fabuleuse, mais c'est une femme qui prend le temps de réfléchir sur son activité et finalement de formuler cette réflexion pour qu'elle devienne partageable. Et vous voyez, elle a eu autour d'elle un certain nombre de gens éblouissants parce que, évidemment, dans la journée, économie domestique, crèche, classe pour des enfants qui ne savaient pas où aller en classe parce qu'ils ne maîtrisaient pas encore l'américain, etc. Sport, musique, orchestre, chœur, théâtre, dîner, etc. Et puis le soir, conférence. Et conférence parmi les gens les plus importants de l'époque. J'ai vu que mon petit Veblen, vous savez, le théoricien de la classe des loisirs, a disparu dans le montage, mais ce n'est pas grave. Et là, vous avez celui qui était le plus grand architecte américain de l'histoire de l'architecture américaine, Frank Lloyd Wright, bien sûr. Frank Lloyd Wright, qui va commencer sa carrière à Chicago, même si c'est un enfant du Wisconsin, et qui sera un conférencier régulier de Hull House pour expliquer en quoi une nation se caractérise par son architecture et l'architecture qu'une nation produit la juge finalement, en dernier ressort. Hein. Et alors évidemment, le drame de la vie de Adams, c'est qu'elle sera toujours convaincue que la guerre est finalement la manifestation ultime de la perversion d'un certain fonctionnement économique. Et donc, elle s'engagera de manière extrêmement véhémente et forte contre la guerre de 14-18, ce qui lui vaudra de la part d'un certain nombre de gens, vous n'aurez pas de mal à imaginer, des accusations effectivement d'antipatriotisme et de désertion, ce qui n'empêchera pas évidemment qu'elle ait le prix Nobel de la paix en 1931, et que quand elle mourra, elle sera effectivement, son cercueil sera suivi par des dizaines de milliers de personnes à Chicago. Vous voyez, ce qui me paraît absolument fabuleux pour cette femme, que je trouve vraiment extrêmement émouvante, c'est que c'est une femme qui, partant d'une espèce de fragilité personnelle, a construit sa force avec d'autres, pour les autres, et en particulier pour les plus fragiles et les plus vulnérables. Et elle a porté jusqu'au sommet de sa, comment dirais-je, de sa force, le mot de citoyenneté. Elle voulait être une citoyenne, et une citoyenne engagée, responsable, dont finalement le point d'ancrage le plus essentiel du service, c'est toujours effectivement et les plus fragiles et les plus vulnérables. Je vous remercie.